Le marché de la seconde main, quand on regarde en ligne, il faisait en France 6,4 milliards en 2020, il fait 11,4 milliards en 2022, donc il a presque doublé en 2 ans. Et en même temps, sur ce marché en valeur, la seconde main du e-commerce au sens large, c'est 8%. Donc il y a une part de progression devant nous qui est encore énorme. Le prêt-à-porter est en avance, ils sont plutôt aux alentours de 20%. Donc c'est déjà quelque chose de plus qui est rentré plus dans l'usage. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblant, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu particulier puisqu'on va faire un apéro retour d'expérience sur le one-to-one. Et j'ai autour de la table 3 incroyables personnes, à commencer par Sonia. Salut Sonia, ça va? Bonjour Laurent. Sonia qui est la directrice événement du one-to-one Retail e-commerce Monaco et expérience client de Biarritz. C'est parfait. Formidable. Amélie Poisson, que vous connaissez bien parce que vous l'avez déjà entendu 2 fois, qui est la CEO de La Redoute. Alors, directrice générale adjointe, bonjour à tous. Et Amandine de Souza, qui vient de prendre le poste de directrice générale du Bon Coin, de Le Bon Coin. Exactement. Il y a un peu plus de 2 mois. Vous êtes toutes les deux membres du comité éditorial du One-to-One, que tu diriges, Sonia. Et je voulais commencer par un petit rec sur l'édition de mars. Du one-to-one retail e-commerce de Monaco, qui était assez incroyable, qu'on a eu la chance de vivre avec mon associé Mathieu, et 1500, 2000 autres personnes. Il y a eu, ça a été effectivement une année record, 2150 participants. 2150 participants. Sur les 3 jours et demi, puisqu'on a commencé dès le lundi en fin de journée sur une nouveauté qui était le Before, où on a rassemblé une 60aine de C-level directeurs comme Amélie et Amandine qui étaient présentes pour travailler sur des sujets sociétaux dont la restitution s'est faite en ouverture, en plénière, le lendemain matin. Donc 2150 participants, il y a eu 1100 annonceurs, donneurs d'ordre qui sont venus exprès passer 3 jours à la rencontre des exposants, des prestataires de solutions qui vont faire leur roadmap de demain. Beaucoup d'ateliers, bien sûr, des keynotes et un village startup avec 12 startups qui ont été sélectionnées également par le comité édito et dont 2 vainqueurs ont été choisis à la fois par le jury qui est le comité et les membres de la communauté. Mais dont Émilie Brossier de Echo, que vous avez, chers auditrices, chers auditeurs, entendu sur le panier assez récemment. Exactement. Qui a une niaque incroyable. Je l'ai jamais vu sans sourire et sans... je l'ai jamais vu statique, en fait. Elle a un peps de dingue. Alors, vous connaissez toutes et tous le one-to-one parce que j'en parle quand même assez souvent et puis j'ai reçu pas mal d'invités qui étaient au one-to-one. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, si ça arrive, qu'est-ce que c'est ? Alors, le One-to-One Retail e-commerce, c'est l'événement premium de rendez-vous d'affaires qui a lieu à Monaco pendant 3 jours au mois de mars. On a 180, un peu plus de 180 prestataires de solutions qui viennent à la rencontre des donneurs d'ordre et les donneurs d'ordre qui sont aussi triés sur le volet en fonction de leur projet et leur budget d'investissement. Et on organise en fait des rendez-vous d'affaires de 30 minutes entre chacune des parties. Au-delà de ça, il y a bien sûr du contenu qui est en plénière. Donc, c'est du contenu qui peut être sponsorisé par des gros acteurs sur des sujets marché, vision, et de ouvrir un peu les chakras, mais aussi des sujets inspirationnels qui permettent de donner des frissons et d'en ressortir avec de l'émotion.
J'ai un peu l'impression que c'est le place to be. C'est ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure, Amélie, que si tu fais le one-to-one, t'as besoin de rien faire d'autre. C'est vrai que c'est un moment d'abord un peu hors du temps dans notre, on va dire, dans notre année. Le fait d'être 3 jours tous ensemble, ça permet de créer des liens, en même temps de revoir des gens, de découvrir un certain nombre de sujets ou de confirmer certaines intuitions. Et le before, pour rebondir sur ce que Sonia disait, c'était vraiment très intéressant. Alors sur 2 sujets, un sujet sur la RSE, un sujet sur comment acquérir les talents, à la fois comment finalement ces changements de société nous invite à réfléchir sur la façon de travailler et penser l'utilité de nos entreprises. Notamment animé par Catherine Barba, entre autres, sur le comment acquérir des talents, qui nous envoyait un peu dans ce monde du travail, ce marché du travail, du futur, qui est beaucoup moins linéaire que ce qu'on a aujourd'hui. Oui, mais alors après, t'avais le CEO de Malte et t'avais Alexandre Viros à Déco, donc tous les deux étaient quand même avaient un parti pris assez fort, qui était quand même sur finalement une façon de travailler aussi en prestation. Donc je trouvais ça très intéressant. Moi, j'ai appris pas mal de choses. En même temps, j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de contradiction sur le sujet de est-ce que j'internalise les talents ou pas. Voilà, mais ça m'a fait réfléchir. Pourquoi ce nouveau format ? Ce nouveau format, il est venu du constat que beaucoup de CEO ou fondateurs de sociétés qui venaient au tout début de l'événement venaient moins parce qu'ils envoyaient leur N-1 ou leur N-2. Et l'idée, c'était de pouvoir refédérer en fait cette communauté des fondateurs et des dirigeants d'entreprise qui puissent échanger entre pairs. Ça, c'était hyper important et c'était véritablement un besoin de se dire, voilà, on est dans une petite parenthèse enchantée où on peut échanger vraiment à bâton rompu sur des sujets sociétaux et pas forcément des sujets purement business. Et s'ouvrir un peu les chakras sur d'autres sujets Exactement. que notre quotidien. Je suis désolé pour ma voix. J'espère que ça passe. Chaque édition a un thème. Cette année, c'était polarisé. Oui. Pourquoi? Polarisé, on est post-Covid, on était sur la floraison, on était sur le thème de Bloom. Polarisé, c'est toutes les injonctions contradictoires qui viennent de acheter responsable, mais en même temps avec un pouvoir d'achat qui diminue. Donc c'est justement comment je gère un peu les choses, sachant qu'il y a toujours et encore, mais je ne cesserai de le dire, mais c'est de la réalité, le consommateur est effectivement au centre de tout. Et donc c'est comment accompagner les marques ou donner les moyens aux marques justement d'agir en ce sens. Face au consommateur qui peut être extrêmement volatile et donc qui va en contradiction aussi avec la volatilité que peut avoir un consommateur ou la fidélité ou non d'un consommateur vis-à-vis d'une marque. Tu montres Amandine de la main. Non, mais c'était un sujet qu'on a évoqué avec le comité où on trouvait justement que c'était une thématique qui était forte puisque le consommateur est toujours plein de surprises. C'est la responsabilité et l'accessibilité, mais c'est aussi le développement des prix très bas et du luxe à l'extrême inverse. Et c'est les mêmes consommateurs parfois qui font ces achats-là. Et donc sur beaucoup d'éléments contradictoires qui doivent être pris en compte pour les adresser, et ils sont de plus en plus informés, à l'écoute, exigeants, et donc comment nous on arrive à donner les bonnes réponses. Et c'est vrai que le one-to-one pour ça c'est super parce qu'on s'ouvre les chakras comme le disait Sonia, et on voit aussi énormément de solutions innovantes pour mieux adresser le consommateur, et on voit aussi ses pairs, ses concurrents avec qui on a l'opportunité d'échanger sur des thématiques, donc c'est très riche. Il y a une proportion à peu près de 1 point, c'est ça Alors moi, c'est vraiment plus que 1 point, c'est 1,2. Et ça, c'est un KPI que je contrôle systématiquement. Il n'est pas question que ça soit sur un ratio inversé. Ok, intéressant. Et comment est-ce que vous choisissez les thèmes ? Alors les thèmes, ils sont choisis nous-mêmes avec Héloïse qui travaille dans mes équipes sur la programmation et la partie éditoriale. On réfléchit en fait à un thème qui pourrait être valable pour l'édition d'après et que l'on challenge avec le comité.
par rapport à leur quotidien, parce que c'est eux qui font aussi le business sur le marché. Donc, on confronte en fait ce thème-là, et puis après ça, on tire le fil justement sur toute la partie programmation, avec des idées que l'on apporte et qui sont challengées en fait avec l'ensemble du comité. Et qui est dans le comité ? Alors, le comité, c'est une quinzaine de personnes, que des directeurs généraux, des présidents, dont Amélie et Amandine, bien entendu. Mais il y a aussi Guillaume Darousset, le président de Petit Bateau. Il y a Thierry Lernon, le DG de chez But. Enfin, il y a un certain nombre de personnalités. C'est difficile de tous les citer. Mais des personnes brillantes et avec qui on a à cœur de partager et d'échanger sur ces sujets. C'est agréable de te voir d'ailleurs tout court, parce que Héloïse et toi, on vous croise au one-to-one, et vous courez quand même beaucoup pendant 3 jours. Je me faisais cette réflexion-là tout à l'heure. Je me faisais aussi une réflexion. Donc, le one-to-one, c'est comme... Tu dragues là ou quoi? Je me permettrai pas devant vous. Le one-to-one, c'est comme Exposium. Tu viens du e-com? Tu dois être l'une des meilleures expertes du e-com en France maintenant. Alors moi, j'ai fait 20 ans dans les startups. Ok. En commençant en 2000, donc ça fait longtemps, dans tout ce qui est AdTech et MarTech. Et j'ai rejoint comme Exposium il y a 4 ans et demi maintenant. Et effectivement, ma connaissance du marché m'aide énormément au quotidien justement sur c'est quoi les technos de demain, c'est quoi les technos innovantes, c'est quoi les besoins du marché, parce que mesdames qui sont aussi autour de la table, comme la plupart du comité, ça a été mes clients ou des prospects. Donc c'est en tout cas, je suis ravie d'être à cette place et d'être un peu dans la tour de contrôle du marché, ouais. Un retour d'expérience sur cette édition, Amandine? On était hyper contente d'être là. C'est vrai qu'il y avait une vraie joie de se retrouver tous ensemble. Le Before était un moment privilégié, plus petit comité, très agréable, où on a partagé sur des thématiques profondes qui nous touchent tous, donc la RSE et le recrutement. Et puis le lendemain, les 3 jours ensuite, avec les équipes, les annonceurs, les prestataires, hyper sympa de se revoir et de passer un moment physique ensemble. Toujours très sérieux, sans se prendre au sérieux, parce qu'il y a aussi le off qui est très important, et on a plein d'échanges très constructifs. Donc c'était un vrai moment de bonheur en mars d'être au one-to-one. Amélie? Écoute, je ne sais pas quoi dire de plus, on l'a partagé, mais voilà, c'est un des seuls événements finalement où j'y consacre autant de temps. Donc je pense que ça parle tout seul. Ça veut dire que, comme Amandine, je ressens exactement la même chose. Alors, j'ai pas fait toutes les éditions, j'en ai fait que quelques-unes. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de start-up cette année. Est-ce que c'est une fausse impression, ou est-ce parce que je croisais des invités du panier? Alors, à mon avis, il y a un petit peu des deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une édition à une autre, il y a un peu plus de 30%, il y a 35% à peu près de nouveaux acteurs qui arrivent sur l'édition. Le comité a un rôle très important sur le choix des startups ou des prestataires de solutions qui vont participer à l'événement. C'est hyper important, parce que finalement, c'est une espèce de caution que le comité apporte au partenaire qui va être présent sur l'événement vis-à-vis des autres donneurs d'ordre. Donc ça, c'est un facteur qui est extrêmement important dans tout le processus de sélection. Et puis, effectivement, sur le village des startups, alors on est resté ISO par rapport à l'année dernière, donc on a 12 startups. On a reçu plus d'une 60aine de candidatures, et donc 12 ont été élus et 2 ont eu le prix coup de cœur du jury one-to-one. Vous avez déjà le thème du prochain événement, de la prochaine édition? Plus tard, on le fait à la fin? On le fait à la fin. Un petit teasing. Est-ce que ça a un lien avec le sujet suivant que j'allais aborder? Ah écoute, vas-y, je te laisse y aller. Alors, tu sais quoi, avant ça, parle-nous un peu de Biarritz aussi, parce qu'on n'en a pas parlé. Alors, le one-to-one expérience client qui a lieu à Biarritz, là, au mois d'octobre, il y a une grosse nouveauté, puisqu'en fait, on a fait un rebranding assez important, tant au niveau du logo, mais aussi en termes de positionnement. Donc, le one-to-one digital marketing est devenu le one-to-one expérience client, avec 3 verticales majeures, tout ce qui est autour de l'acquisition client, tout ce qui est autour du marketing client, et une verticale qui est pour nous hyper importante, c'est sur tout ce qui est data et IA. C'est la data et l'IA au service du métier, pour le métier. Et là, on est content parce qu'on va pouvoir faire des très belles annonces d'acteurs qui viennent sur l'événement. Donc, on a créé un collège data au sein du comité avec
des personnalités avec le CDO de Mathias Soler, le CDO de la Française des Jeux, le CDO du Club Med, du groupe Bayard, donc tous les secteurs d'activité qui sont représentés avec comme point commun le sujet de la data et de l'IA. On peut faire une parenthèse là sur l'IA dans votre quotidien. Est-ce que ça c'est présent, déjà présent, très présent, un peu présent? Est-ce que vous avez des équipes qui l'intègrent dans les réflexions, Amandine? Ouais, l'IA, c'est extrêmement présent et depuis déjà quelques temps au Bon Coin. On a en France, on est 1500 et 45% des équipes, c'est produits et tech. Et l'IA est à peu près présente partout, que ce soit dans le dépôt d'annonces pour aider les utilisateurs, dans le search sur le site, pour le service client aussi pour automatiser une grande partie des réponses. Maintenant, on se pose la question de l'IA générative, de comment on va, en sous-partie du machine learning, accélérer là-dessus. On sort d'un hackathon de 2 jours où on s'est posé plein de questions avec plein de projets pour les années à venir. Mais voilà, là-dessus, on est plus en discovery. On se cherche encore sur comment on va pouvoir intégrer ça de façon sécuritaire dans l'expérience client. Mais il y a plein d'usages, service client, search là aussi, qui vont avoir lieu dans les prochains mois. Donc, c'est hyper intéressant. Qui a organisé votre hackathon? En interne? Ouais. Ok, super. Combien de personnes? Il y avait 150 personnes. Et de beaux projets qui en sont, ou de belles idées qui en sont sorties? Ouais, bah il y a des choses très très créatives, un peu loin de ce qu'on peut faire, et des choses beaucoup plus proches, notamment sur comment on accompagne les utilisateurs dans le dépôt d'annonces. Voilà, c'est des sujets sur lesquels on veut accélérer parce que ça a plein d'implications derrière pour améliorer l'expérience client. Une fois que vous allez chercher les produits, de s'assurer que ce qui vient sont les bonnes choses. Et en termes d'onboarding des équipes, pour les pousser à utiliser des outils d'IA, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Vous faites quelque chose en particulier? En fait, on a au sein des équipes des personnes qui sont vraiment porteurs de tous ces sujets et qui animent la communauté. Donc des ambassadeurs en interne, ouais, c'est ça? C'est un métier à part entière. Ils font un travail de dingue sur plein de sujets, très tech, mais pas que. Comment pousser la communauté LGBT+, au sein de la communauté tech, c'est aussi des sujets qu'ils abordent, donc c'est vraiment divers et varié. Et eux, ils ont les antennes partout, ils organisent la présence du Bon Coin dans des colloques à travers l'Europe, voire le monde. Et à l'inverse, ils font venir des personnes au sein du Bon Coin pour se poser des questions sur tous les sujets. Donc dans le cas du hackathon, il y avait d'autres boîtes partenaires qui étaient aussi présentes. Et voilà, eux, c'est vraiment les prêcheurs qui vont en avance de phase chercher les idées et voir comment on peut les implémenter au Bon Coin. Amélie? Alors, c'est très intéressant. Nous, on est moins avancés parce qu'on est plus une boîte de produits, de design qu'une boîte tech. Néanmoins, on a déjà des cas d'usage qui marchent très bien. On l'utilise beaucoup en SEO. Donc là, je parle de l'IA générative, parce que l'algorithmie, on l'a dans le ranking, le merch, etc. Mais par contre, sur le search ou la relation client, on est un peu en retard. On va se poser les questions. Et les premiers tests qu'on est en train de faire, c'est sur un autre sujet, moi, qui m'intéresse particulièrement et qui transforme les équipes, c'est sur les fiches produits. Donc en fait, j'ai quand même 70 000 fiches produits à faire par an. Donc comment ça peut générer les textes, notamment. En combien de langues? En 7-8 langues. Bon, voilà. Donc, ça, effectivement, le sujet de la traduction. Donc, c'est là, on est vraiment dans ce que tu disais, le sujet du change. Donc, on y va piano va sano. Hein, il faut contrôler et vous savez que sur les allégations, c'est un vrai sujet. Mais néanmoins, on va avoir des nouveaux métiers du genre, alors j'ai appris des mots, de prompt manager. En gros, c'est celui qui est capable de parler à la machine et de trouver de vérifier aussi. Donc, je pense que c'est un IA plus du contrôle humain. Donc, ça change radicalement les métiers, les process, il faut la tuyauterie finale. Et ça va être des nouveaux métiers. Et ça va être des nouveaux métiers. Donc, c'est sûr que nous, on est plus c'est moins natif que chez Amandine. On est vraiment dans du change. Mais on l'aborde avec notre patron de l'IT et la data. Nous, chez nous, l'IT et la data, c'est regroupé sous la même personne, en se disant, qu'est-ce qui va nous faire gagner en time to market? Comment on peut réduire nos coûts? Voilà, c'est notre premier cas d'usage assez simple. Évidemment, il y a le sujet aussi d'être plus efficient sur le search, le SEO, la relation client. Mais voilà, c'est passionnant parce que c'est quand même nouveau et ça donne c'est un potentiel infini. Ça pose plein de questions, ça génère de la peur.
Vous l'utilisez, Sonia? Alors, à notre niveau, non, mais on l'utilise, en tout cas, ça fait partie des gros sujets. Tu parlais des prompts, oui. Ça fait peur aussi, parce que c'est à certains métiers qui sont, du coup, potentiellement mis en danger. C'est quoi les métiers de demain qui sont liés à l'IA générative? Donc, tout ça, ce sont les sujets qu'on va aborder pendant le one-to-one expérience client à Biarritz. Et que l'on va aborder aussi, bien entendu, en 2024. C'est un premier teasing sur le prochain one-to-one. Le change, c'est important. Hein. Pardon. Donnez-moi une porte ouverte, que je l'enfonce. Mais au-delà de la crainte qu'avaient certains de mes collaborateurs, on est tout petits, nous, on n'est qu'une petite centaine. En fait, on a mis en place, comme vous, des ambassadeurs, plus des formations, porte ouverte. Donc, qui veut vient, c'est tous les vendredis, 13h, un outil et puis des bonnes pratiques sur cet outil. On a payé des abonnements à tout le monde, ça aide aussi. Et je réalise que ça commence à rentrer dans les habitudes et que la crainte de ça va remplacer mon job. Je suis graphic designer et je peux faire des mood boards sur une mid-journée en une demi-heure qui me prendrait 3 semaines autrement, ou une semaine, j'en sais rien. Beaucoup d'entre eux réalisent enfin que c'est plutôt comme le jour, je pense, où on a équipé les comptables d'une calculette, qui est un peu puissante quand même, hein, mais que ça les rend plus forts, plus rapides. Ouais, moi je suis convaincu que ça va déplacer le curseur et faciliter des parties du job qui étaient parfois à plus faible valeur ajoutée et qui prenaient un temps inouï voilà, moi je crois vraiment que l'IA sans l'humain, évidemment, ça va rien donner. Donc maintenant, c'est sûr que ça va vraiment faire évoluer ce que font les gens et comment ils le font. Et c'est là où il faut qu'on les accompagne. Donc c'est déjà s'ouvrir les yeux sur ce qui est possible, ce qui existe, quels usages on peut en faire. Et puis après, derrière, je suis d'accord, comment on accompagne avec des formations l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils soient à l'aise sur ces sujets-là. Et c'est pas sans question de sécurité par ailleurs. Donc voilà, tout ça est assez nouveau. Mais moi, je pense que ça va être génial. Ça va justement offrir des opportunités aux collaborateurs de faire des choses encore plus smart dans leur boulot. Je reviens sur la transition que je voulais faire tout à l'heure, il y a un quart d'heure, et je rebondis sur ton actualité. C'est un sujet dont on avait parlé quand on a enregistré ensemble sur ce catch-up assez récemment, mais la direction RSE. T'as fait un partenariat récemment avec Autvio, c'est ça, de Smala, qui est passé sur le panier, qu'on embrasse, autour de la seconde main. Est-ce que tu peux m'en parler ? Alors, en fait, on avait lancé il y a 2 ans la reboucle. J'avais dû te raconter ça il y a un certain temps, où l'idée c'était d'avoir l'offre C2C de la Redoute. Et il s'avère qu'il y a des monstres à côté. Le Bon Coin n'est pas le seul, mais il en fait partie. Et que c'était peut-être un peu prétentieux de se dire qu'on allait se faire une place dans ce marché. En tout cas, on a énormément appris. Il y a 0 regret sur ce flop. Ça nous a fait comprendre déjà comment ça fonctionnait et surtout identifier une autre cible, la cible qui est moins fan de C2C, mais qui est de plus sensible dans ses achats et qui veut acheter aussi un produit de seconde vie, de seconde main. Et du coup, on relance la reboucle à la rentrée avec une offre de seconde main, donc mais via des vendeurs professionnels. Et Smala est une des premières annonces. Alors, je suis particulièrement contente de ce partenariat. D'abord, je les suis depuis le début. Il s'appelait Il était une fois. Ils sont changés. Ils sont une belle place. Ils ont une offre de qualité. Je pense que à la fois dans le choix des produits, mais aussi dans l'expérience d'achat. Et pour moi, c'est hyper important. Et donc, on était clairement fait pour se rencontrer et travailler ensemble. Donc, c'est le début. On vient de faire une première collecte. Mais l'idée, c'est de brancher une partie de leur offre chez nous et de continuer les collectes. L'enjeu de la seconde main, et c'est pas, je pense qu'Amandine sera plus pertinente pour en parler, mais je rencontre beaucoup d'acteurs, beaucoup de startups. Leur vrai sujet, et parce que toutes les marques et les marques de retail se mettent aussi sur la seconde main, l'enjeu, c'est la collecte. Donc, nous, on s'est dit, c'est pas le cœur de notre positionnement RSE, on va aller, mais le lien, c'est de dire que le cœur de notre positionnement RSE, c'est la qualité, les produits durables, on y reviendra plus tard. C'est de faire un premier choix, une offre de premier choix qui peut avoir 2 vies, 3 vies, 4 vies, 5 vies. Et du coup, il y a un lien avec la seconde vie et avec la collecte. On doit pouvoir jouer un rôle et aider toutes ces startups.
Amandine, tu veux rebondir? Je te voyais. Non, je suis évidemment d'accord que l'enjeu principal, c'est le sourcing, ce qu'on appelle l'inventaire chez nous. On a la chance d'avoir 64 millions d'offres actives là en ce moment sur le Bon Coin, d'où l'intérêt de l'IA pour aller chercher les bons produits quand vous les recherchez sur le site, même s'il y a plein de gens qui adorent chiner et qui viennent sans forcément des intentions d'achat. Mais il faut qu'on accompagne ça. Donc nous, on a la chance d'être leader sur la vente de seconde main entre particuliers. Mais dans le cadre de la loi AGEC, donc poussée par la réglementation, les professionnels aussi doivent gérer leur stock de produits invendus, de retours e-commerce, de modèles d'exposition dont ils savent pas toujours quoi faire. Et donc, bon, là, on va être un peu en concurrence avec la Redoute, mais sur des schémas très différents. On offre aussi cette opportunité-là plus récemment sur le Bon Coin pour les professionnels de venir soit de façon manuelle, soit de plus en plus grâce à des flux d'import sur le site pour gérer ces produits reconditionnés, seconde chance. Il faut que ça reste dans l'ADN de ce qu'est le Bon Coin. Donc vraiment la seconde main comme le critère d'entrée, mais qu'on leur donne des solutions pour pouvoir écouler ces produits que évidemment on veut pas jeter ou pas pas béné, donc il faut qu'ils puissent trouver l'acheteur en face. Le produit neuf, ça a jamais été une... Alors c'est assez récent, hein, tu es arrivé en mars, hein, je veux pas dire de bêtises, mais ça a déjà été une question? Ah bah c'est toujours une question parce que ça peut être d'un point de vue business une facilité, mais non, cette question a toujours été fermée parce qu'on pense que vraiment ce qui fait le cœur du Bon Coin, c'est cette vente entre particuliers en alternative pour les acheteurs à de la première main et pour les vendeurs à jeter les produits. C'est ça qui fait notre force, c'est pour ça qu'on vient sur le Bon Coin, même si ça n'empêche pas que au final vous allez peut-être trouver votre appartement, votre emploi, votre location de vacances. Donc évidemment que tout n'est pas seconde main, on peut trouver de l'immobilier neuf sur le Bon Coin, mais c'est vraiment pour ça qu'on est reconnu et je pense que c'est très important de garder ce positionnement-là, même en faisant venir les professionnels. Et d'ailleurs par catégorie, on a des vraies questions de savoir quel doit être le poids des professionnels versus les particuliers pour s'assurer que le client, au final, s'y retrouve. Amélie, tu me disais quand on préparait l'entretien tout à l'heure que quelqu'un t'avait dit récemment, je sais plus qui, je sais pas si tu me l'as dit d'ailleurs, mais dans 5 ans, un achat sur 2 sera en... Je te l'ai pas dit, je te le dirai pas. Oui, c'est ça, tu l'avais pas dit. Mais effectivement, en fait, c'est oui. Alors là, je parlais de la mode en particulier, où tu vois bien que la seconde main a déjà un poids explosé depuis le Covid, mais pas que, pour des histoires à la fois surtout de pouvoir d'achat probablement et de plus en plus de conscience. Et l'intérêt de la seconde main, c'est que tu concilies les deux, hein. Donc voilà. Et oui, on a accès à des études et certaines disent que dans 5 ans, un achat sur 2, ça sera en seconde main. Donc en fait le sujet de la Redoute, pour le coup, nous on se développe fortement sur la maison. C'est 70% de notre business aujourd'hui. Alors la seconde main en maison, pour des questions logistiques, elle se fait beaucoup sur le Bon Coin, elle se fait moins aujourd'hui dans les startups, même si on va travailler avec certaines. Et finalement, on a plus de vendeurs professionnels de seconde main en mode aujourd'hui sur le marché. Mais ça va arriver, ces barrières logistiques, elles vont sauter. Et c'est sûr que la maturité seconde main sur mes verticales et surtout sur la mode plus que sur la maison, mais ça viendra. Surtout qu'on a parlé de Smala. Pour rebondir sur ton actualité, mais vous en citiez tout à l'heure, il y en a énormément, hein. Et il y en avait aussi cette année, alors des fournisseurs de services pour de la seconde main au one-to-one, Sonia. Oui, comme chaque année. Et de plus en plus. Ouais. Mais on parlait d'hommage, c'est ça, de paradigme, Jaillot, de bon goût. En fait, tu as tout un écosystème à la fois de gens qui soit font des solutions, aident finalement des acteurs de seconde main à se brancher sur des marketplaces ou ou digitaliser un stock. Il y a des barrières logistiques qui sont énormes, hein, c'est-à-dire que tu as un produit à la quantité, donc tu fais pas le travail de la même façon. Hommage, c'est de la mode plutôt premium. Et répartis partout en France parce que dans les vestiaires des Français, des Françaises. Voilà, donc il faut trouver il y a le sourcing, il y a la logistique, il y a la mise en ligne. Voilà, et donc tu as multiples modèles. Donc il y a beaucoup de solutions qu'on a retrouvées au e-commerce Monaco sur justement qui aident, que ce soit Second Life, Circular X ou d'autres, qui aident l'écosystème à se développer.
Tu pourrais en avoir, t'as plein de startups. Après, même autour du don, enfin, il y en a. C'est une floraison. Le marché de la seconde main, quand on regarde en ligne, il faisait en France 6,4 milliards en 2020, il fait 11,4 milliards en 2022. Donc, il a presque doublé en 2 ans. Donc, c'est colossal. Et en même temps, sur ce marché en valeur, la seconde main du e-commerce, au sens large, c'est 8%. Donc, il y a une part de progression devant nous qui est encore énorme. Le prêt-à-porter est en avance, ils sont plutôt aux alentours de 20%. Donc c'est déjà quelque chose de plus qui est rentré plus dans l'usage. Aussi poussé par des questions d'accessibilité prix. Hein. C'est ça aussi qui fait venir à la seconde main. Mais on a encore des beaux jours de développement de la seconde main devant nous sur l'ensemble des catégories. Et après, pourquoi le prêt-à-porter aussi? Parce que ça voyage bien. Donc, c'est facile, si il n'est pas dans votre quartier, de glisser d'aller le trouver dans une enveloppe. Quand on parle de la décoration ou du mobilier, évidemment, quand c'est plus encombrant, c'est tout de suite plus compliqué d'un point de vue logistique. Donc, il y a des solutions qui viendront, qui existent déjà, mais qui vont se développer plus à terme. Donc, c'est des marchés qui sont moins pénétrés. Ce qui m'a fait halluciner avec Aude de Smala, c'est qu'elle avait 86 000 refs quand je l'ai reçue, un truc comme ça, et c'est 86 000 refs uniques, ou presque, tu vois, parfois, tu as un peu de profondeur. Ouais, mais elle est plutôt à 150 000. Là, elle est à 150 000, félicitations, c'est une belle progression. Mais en termes d'opérationnel, la scalabilité d'un modèle comme celui-ci, elle est pas évidente. C'est des enjeux logistiques, comme disait Amélie. C'est ça qui... Et d'ailleurs, les meilleurs, c'est ce sur quoi ils se positionnent dans l'automatisation et l'industrialisation des process logistiques. C'est ça qui font qu'ils arrivent à tenir et à aussi avoir un modèle qui est viable économiquement parlant. Tu as pris, Amandine, la direction générale de Le Bon Coin il y a quelques mois. Il y a une feuille de route, il y a un enjeu, il y a des piliers forts sur lesquels... Qu'est-ce que ça va être Le Bon Coin dans les 5 prochaines années sous ta direction? Eh bien, on veut être la plateforme de référence en Europe sur la seconde main. Donc vraiment, comme je disais, alternative à la première main pour les acheteurs ou ne pas jeter les produits pour les vendeurs. Et ça, en fait, on a l'opportunité de le faire parce qu'il y a Le Bon Coin en France dont j'ai pris la direction, mais ça appartient à un groupe, Adevinta, au niveau européen. Et en fait, on est en train de faire converger nos plateformes techniques pour avoir accès à l'inventaire de tous les pays. Et donc, demain, on pourra proposer du cross-border. Donc, si vous habitez à Strasbourg et que vous trouvez un produit qui vous plaît en Allemagne, c'est plus proche, donc c'est plus pertinent. Ou de faire voyager des produits qui voyagent bien, comme le prêt-à-porter, par exemple, à travers l'Europe. Donc, on est présent en Allemagne, Italie, Espagne, Benelux. Et ça, c'est des gros enjeux tech d'un côté, expérience client et solutions e-commerce. En fait, on était un média de diffusion de petites annonces. Est-ce qu'on est toujours? Parce qu'on adore cette proximité-là et 80% des échanges se font face à face sur Le Bon Coin. Donc, on veut pouvoir continuer à avoir cette proximité-là. Et en même temps, pouvoir offrir toutes les solutions pour les produits qui s'y prêtent de facilité de paiement, paiement sécurisé, livraison. Donc, on devient un vrai e-commerçant. On est rentré sur ce marché-là, finalement, il y a quelques mois maintenant, en émergeant rapidement, assez fortement. On est le 2e site le plus visité en e-commerce en France, derrière Amazon, pour pas les citer, parce qu'on a la chance d'avoir une audience. Un Français sur 2 se connecte sur Le Bon Coin chaque mois. Donc, leur offrir aussi ces solutions-là, c'est important pour qu'ils aient toujours cette opportunité de consommer seconde main. Il y a eu une poussée, pardon, j'y pense là, ça me traverse l'esprit, mais il y a eu une poussée forte l'année dernière sur l'emploi aussi. Je dis une bêtise? Non, c'est une verticale qui est hyper importante chez nous. La seconde main du talent. Pardon. On les traite bien, on les bichonne. Évidemment, il y a des difficultés à trouver les bons profils et à recruter, c'est pas nouveau. Et c'est vrai sur l'ensemble des secteurs d'activité. Et nous, on essaye d'aider les entreprises à trouver les bons profils, donc à les aider à diffuser leurs annonces. Là, en ce moment, par exemple, c'est sur tout ce qui est
hôtellerie-restauration. À l'approche de l'été, c'est souvent la galère pour trouver les bonnes personnes. Et la chance du Bon Coin, c'est cette audience qualitative à travers toute la France. Et donc, on accompagne ces entreprises-là. Il y a 500 000 professionnels sur le site et aussi qui sont là pour trouver les bons profils au bon moment. Et le Bon Coin offre cette solution. C'est marrant, j'ai vécu un bout de temps aux États-Unis. J'ai vécu 6 ans aux États-Unis entre 2004 et 2010. Et mon site de référence, je suis dessus, là, je vois qu'il n'a pas changé. C'était Craigslist. Et quand je suis... alors, le Bon Coin était déjà plus avancé quand je suis rentré en France. Mais je me suis dit, je le comparais au... Tu vois, le site de petites annonces entre particuliers. L'évolution, on va dire, professionnalisation de la vente et de l'achat sur le Bon Coin était assez hallucinante au cours des 10 dernières années. Les options payantes, la possibilité de payer récemment, l'envoi traqué ou non. Enfin, il y a plein de choses qui ont fait passer ce site de petites annonces à. Ouais, il y a un vrai virage sur la partie qu'on appelle transactionnelle, tout en gardant cette facilité pour le particulier qui diffuse gratuitement ses produits trouvés dans son garage en trouvant idéalement près de chez lui l'acquéreur potentiel. Mais si c'est pas le cas, de pouvoir offrir toutes ces solutions-là. Aussi de rassurer, parce qu'il y a des enjeux de réassurance sur l'achat seconde main entre particuliers. Sur la qualité du produit, l'authenticité, le fait de pouvoir payer de façon sécurisée. Donc, on a même une solution de paiement sécurisé en face à face. C'est-à-dire que tu peux continuer... Sécurisé en face à face ? Ouais. C'est-à-dire ? Tu peux continuer à vendre le produit à ton voisin. Mais si t'as pas forcément envie d'avoir sur toi 100 € en cash, tu payes via la plateforme. Okay. Et tu ne libères le paiement qu'une fois que tu as reçu le produit et qui correspond bien à tes attentes. Avec un principe d'escroc, c'est ça ? En Exactement. Anglais, en français, ça se dit tiers de confiance, c'est ça ? Ouais, tiers de confiance. Ok. Donc cool. Oui, c'est des mouvements qu'on a pris et qui s'accélèrent là. Et qui sont vrais sur le bien de consommation, ce qu'on appelle le re-commerce chez nous, qui est vraiment... c'est le fuel du Bon Coin, donc les gens viennent pour ça et ensuite vont peut-être aller acheter un appartement ou une voiture, mais ça, c'est des achats qui se font 1, 2, 3 fois dans une vie. Et de l'intérêt de venir sur le Bon Coin, c'est vraiment le bien de consommation. Donc c'est là où on développe le plus de services. Pour un acteur installé et historique... et aussi avec j'imagine une notoriété assez proche, la Redoute voire encore plus importante, c'est un réflexe pour beaucoup d'entre nous. Ce que tu me disais tout à l'heure, dans 5 ans, un vêtement sur deux surtout, enfin un vêtement sera seconde main, ça change un peu le paradigme à travers lequel la boîte doit se développer dans les années à venir. Donc j'ai compris cette intégration d'acteurs professionnels pour offrir une sélection et de la qualité à tes clients. Est-ce qu'il y a d'autres changements que cela induit ? Il y a pas mal d'autres changements en fait. Alors on a une forte notoriété, on n'est pas 2e site ou 3e site quand même, donc on est beaucoup moins gros, mais on a une audience très qualifiée. En fait, le sujet, c'est on a beaucoup changé dans notre business model, mais c'est pas encore suffisamment perçu des consommateurs et surtout des non-consommateurs. C'est-à-dire que en tant que marque mythique qui a 186 ans, certains sont encore restés à l'époque du catalogue et aux vêtements pour femmes d'âge mûr, je dirais ça comme ça, pudiquement. Et on a un sujet du coup là-dessus. Donc tu verras, mais l'enjeu, c'est vraiment de travailler cette considération de marque fortement. Je considère qu'on a une expertise produit pour le coup design qui est très très forte, avec des équipes qui sont passionnées, qui font un travail très qualitatif. Donc on va continuer à développer un produit de qualité, je te disais, de plus en plus durable. C'est un sujet pour tous, pas que pour la Redoute. Néanmoins, sur la qualité des produits, sincèrement, objectivement, on a un temps d'avance, mais ce n'est pas su. Donc l'enjeu, c'est de faire savoir et de raconter aussi, vraiment cette force. Donc ça va faire 11 ans que je suis dans cette entreprise, ou un petit peu plus même maintenant, le temps passe. Et c'est qu'en prenant finalement le commerce et le marketing que j'ai bien compris nos expertises. Et on a une expertise produit très très forte, on a une expertise marketing digital très forte. On sait moins bien raconter des histoires. Tu sais quoi, on va y arriver parce que franchement, il y a une authenticité dans l'entreprise qui est dingue. Et je peux d'autant plus en parler que c'est pas moi qui fais les produits. Et je trouve que on nous crédite pas suffisamment de cette qualité de design, de style
de produits. Et ça passe surtout parce que c'est pas si simple que ça online. C'est un marché qui est avant tout le marché de la maison, de la décoration, qui est un marché qui est encore physique. Et donc, on a moins de force de frappe que nos concurrents. Mais c'est vrai que de se dire, soit tu te dis, les concurrents, c'est des DNVB, ok, ils sont super, ils font très bien le truc, alors, mais ils ont très peu de ref, et puis de toute façon, ils n'ont pas des niveaux de chiffre d'affaires encore énormes. Alors, certains y arrivent très bien, quand même, néanmoins, donc on les regarde. Mais je pense que de penser le marché aussi omnicanal, dire que ton client est omnicanal et que tes concurrents sont physiques, ça change tout. Donc on est en vrai moment de changement en interne, c'est très intéressant. Il faut aussi changer parfois les réflexes de nos équipes là-dessus, et on y travaille collectivement. Mais pour moi, on a beaucoup de choses pour gagner. Mais très clairement, on a parlé de la seconde main, c'est un enjeu de service pour nous, c'est un enjeu de rester dans le jeu sur notamment la fashion enfant. C'est pas mon enjeu premier. Mon enjeu premier est vraiment de faire préférer mes marques, en particulier la Redoute intérieure qui est le cœur de la Redoute, et à côté d'émanciper ou en tout cas de faire connaître plus AMPM, qui est notre marque premium, mais qui doit aussi un petit peu couper le cordon. Donc ça veut dire lui doter de tous les points de contact, avoir une expérience web à sa hauteur, etc. Elle a déjà des magasins, des catalogues, ses propres réseaux sociaux. Comment elle doit avoir son expérience web et complète en tant que marque. Si c'est une marque, elle doit être complète. Donc on a beaucoup d'enjeux. Ça nous permet peut-être de rebondir sur le sujet que je voulais aborder, qui était la marketplace. Avec aujourd'hui beaucoup de vendeurs. On avait commencé à en parler un tout petit peu dans ce catch-up qu'on a eu ensemble, mais une volonté de plus de curation et de modération, c'est ça? En fait, le sujet, c'est finalement, quand tu vois le panorama e-commerce en France et en Europe, c'est pourquoi t'es connu. Et je pense que après avoir fait une première phase de transformation, on travaille sur la deuxième phase. C'est jamais fini ces sujets-là. Et c'est de se dire, on va pas rivaliser avec des très grosses marketplaces qui sont dans de l'hyper choix, dans de la long tail. Voilà, on les connaît tous. Ils sont installés. Moi, je crois dans une autre vision. Je pense que si le consommateur t'identifie bien pour ce que tu es, par exemple l'ADN du Bon Coin, comme dont parlait Amandine, nous, qu'est-ce qu'on leur propose? Et donc, si on veut être destination préférée ou marque préférée avec la Redoute intérieure en maison, dans ces cas-là, je suis en complément autour de la marketplace. Et donc, il faut que la marketplace, qui apporte quand même toujours un biais dans l'expérience client, elle doit être ultra bien sélectionnée. Et finalement, je crois plus dans un mode partenarial. Je t'en avais parlé, mais on avance vraiment et on le voit bien. On fait notre chiffre en marketplace qui reste important. C'est 30% de notre business, voire 35% en France. Et on va la lancer, on va la lancer à l'international. On est en train de migrer sur une nouvelle solution, une solution bien connue, Miracle. Et il y a de la progression à faire, mais pas avec n'importe qui. Donc le sujet, c'est quel est mon positionnement de la marketplace. Je pense que plein de gens, tout le monde se lance sur la marketplace. Ok, très bien. Mais à un moment donné, si tu n'as pas, il va falloir aussi marketer ta marketplace. Pourquoi les gens viennent chez toi et qu'est-ce que tu leur proposes? Donc très clairement sur la maison, nous, ça sera une curation très précise en complément de notre offre interne, qui est notre marque de fabrique, qui est notre ADN. Et sur la fashion, probablement on doit être plus sélectif aussi. On est alors pour le coup très slow fashion, iconique, mode intemporel et essentiel. Bon, du coup, je dois avoir l'offre qui va avec. Et je dois faire des choix. On est petit en fashion, mais on peut être petit et costaud. Le sujet, c'est d'être juste dans ta proposition de valeur. Ok. Comment se fait vous partez d'où, pour aller sur Miracle? C'est une solution maison ou c'est une autre solution? Non, c'était pas une solution. Quelle est la durée de transition? Oula. La migration, c'est 9 mois, comme un bébé. Ok. On en est à 3 mois, tout va bien. On est dans nos targets. Et vous serez toujours, il reste que 6 mois. Tout va bien. Il y a combien de produits? Combien de refs? En tout, il y a 1 million de refs, il y a 550 vendeurs. Et il y a un objectif? Ouais, je suis dedans, là. Non, pardon, sur le nombre de vendeurs, le nombre de refs? Ah non, j'ai pas d'objectif. En fait, si tu veux, on avait 700 vendeurs, on va en migrer de 550 parce que justement, il nous est apparu que certains vendeurs alors déjà, le sujet c'est la qualité de service, donc c'était pas au rendez-vous. Écoute, voilà. Et ensuite, il y a un sujet aussi
Parfois, encore une fois, on a créé cette marketplace, on fait partie des premières marketplaces 2012, il y en avait assez peu. Et donc, on est allé un peu tout azimut et on avait sûrement besoin de ça dans notre, on va dire, enfance ou adolescence de la marketplace. On va dire que là, on est plus mature. Donc, il y a des choses qui nous ont apparu un peu exotiques. Voilà. Donc, du coup, on migrera que 550 vendeurs. Mais derrière, si j'en ai 700 qui sont pertinents, on va ouvrir aussi la marketplace dans certains pays. Donc, à ce moment-là, ça va apporter un certain nombre de marques, etc. Mais voilà, non, j'ai pas d'objectif précis. Le principal, c'est qu'il y ait des ventes aussi. Hein. Il faut que les vendeurs alors justement, pour les vendeurs, cette multitude de marketplaces, c'est un sujet, c'est un effort l'intégration. Voilà, au-delà de la commission, etc. C'est un effort l'intégration pour les vendeurs et pour les marketplaces. Donc comment je rentabilise ça, avec qui je m'allie. Je pense que c'est un vrai sujet de stratégie aujourd'hui. Amandine, je te vois opiner. Oui, bah, c'est vrai qu'il y a une concurrence sur la marketplace assez folle parce que beaucoup les développent, soit des spécialistes, soit des généralistes. Et donc, pour ceux qui s'intègrent sur ces marketplaces, il y a un vrai sujet d'efficacité, de se dire pourquoi je vais sur ce site-là, quelle offre je vais amener sur ce site et est-ce que je vais vendre, parce que ça a des coûts assez forts en développement et en intégration. Et derrière, il faut qu'on soit capable de leur fournir de la productivité, de l'efficacité. Et donc, c'est des choses qu'on mesure très fortement aussi chez nous dans cette nouvelle offre qu'on a pour les professionnels, pour les aider vraiment à déstocker les produits qu'ils n'auraient pas forcément l'opportunité de faire dans un magasin donné. En plus, on le fait en leur proposant du click and collect, donc ça génère du trafic dans leur magasin. Mais il faut qu'ils les écoulent, sinon ça n'a pas d'intérêt pour eux, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Et donc, on mesure ça de façon très, très proche chaque jour pour s'assurer que ça fonctionne. Sonia, toi, avec ta casquette, est-ce que c'est un sujet que tu vois prendre de l'importance au fil des ans? Le sujet des marketplaces? Ouais. Ah oui, bah tout le monde s'y intéresse. Et en même temps, tu faudrait peut-être que je parle juste après, parce que finalement, c'est le thème de l'année prochaine a un lien avec... Pas au courant. Non, avec ce que vous venez de dire justement sur le côté deuxième partie, j'allais dire, de la transformation digitale des entreprises, parce qu'il y a eu la première partie qui a été il faut qu'on s'y mette et puis voilà, ça y est, ça tourne. Deuxième partie, c'est qu'il faut y être encore meilleur, et donc c'est cette exigence et cette créativité dont tu parlais aussi qui font que l'année prochaine ça va être de leitmotiv. Bon, on se le garde dans 5 minutes. Un dernier sujet que je voulais aborder, si on prolonge le sujet de la marketplace, et on en entend évidemment de plus en plus parler, c'est le retail média. Toi, Amélie, je crois que tu as monté une équipe. Est-ce que je dis une bêtise? On en parlait. Non. Alors enfin, on a la Redoute Média, alors qui existe déjà depuis des années, et puis. Voilà, donc c'est vraiment un sujet, évidemment. C'est un sujet de rentabilité, on va pas se le cacher pour les retailers, les e-retailers. Et donc là, tu as sûrement vu les annonces à Vivatech, faisant partie du groupe Galeries Lafayette. On va rejoindre l'initiative lancée par Publicis et le groupe Carrefour. Et donc je trouve ça très intéressant. Du coup, voilà, on va bientôt travailler avec eux. Amandine, je réalise en posant ma question que toi, t'as démocratisé le retail média auprès du grand public. Et quand tu payes une annonce pour qu'elle apparaisse dans certaines recherches, c'est nous le retail média. C'est vous le retail média. Non, mais alors on y travaille pour les professionnels. Donc c'est vrai que le Bon Coin, c'est au-delà de fait de pouvoir payer pour alors les professionnels diffuser, c'est gratuit pour les particuliers, et mettre en avant les annonces plus haut dans le référencement. On est aussi une régie publicitaire. On est une des premières régies de France. Et donc, vous trouvez de la publicité en display assez classique sur le Bon Coin. Sur vos entités? Enfin, sur le Bon Coin. Ouais, sur le Bon Coin. Alors ça, c'est ce qu'on faisait historiquement. C'était l'activité principale. Et puis aujourd'hui, pour aller adresser des annonceurs qui sont pas forcément affinitaires avec le Bon Coin, on le fait en extension d'audience. Donc en fait, vous prenez l'audience du Bon Coin, qu'on travaille, on peut segmenter. Un Français sur deux y est, donc on peut la segmenter. Et en plus, on a la chance d'adresser des moments de vie. Donc on sait quand est-ce que les gens déménagent, trouvent un nouvel emploi, font un enfant.
On le voit dans la consommation et dans ce qu'ils recherchent sur le site. Et donc, on adresse cette audience-là sur d'autres partenaires, de la vidéo sur YouTube, par exemple, sur des formats d'ailleurs qui ne sont pas présents sur Le Bon Coin. Ok. Donc ça fonctionne très bien. Et puis, on se pose évidemment la question du retail média plus dans le sens de ce qu'évoquait Amélie. Mais pour ça, il nous faut des professionnels sur le site qui diffusent leurs annonces. Et donc, c'est lié à notre développement aussi de notre format marketplace et de notre offre professionnelle sur le site, où on a le retail média qui va avec. Et là, on est en plein dedans. Évidemment, les équipes, on a déjà la vision qui est posée. Après, c'est des enjeux de priorisation technique. Et donc, voilà. Donc, on est à fond là-dessus. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de valeur à aller chercher. C'est vrai que c'est le format qui se développe, ça fait plus de 30% de croissance en 2022 par rapport à 2021. Et donc, nous, on doit sortir un peu du display classique pour aller vers des solutions qui sont plus adaptées. Et aussi, ça nourrit l'expérience consommateur de s'assurer que dans le parcours client, ce soit approprié, fluide, et que ce soit pas forcément de la pub non maîtrisée qui viennent. Oui, affinitaire client lire. Ouais, exactement. Donc c'est hyper important aussi pour améliorer l'expérience client. Mais si je puis me permettre, parce que je travaille avec Le Bon Coin aussi, je pense que, et ça marche très bien, les personnes là, je vais te faire ta pub, Amandine. Non, mais parce que, en fait, le sujet du retail média, c'est une qualité d'audience par rapport à d'autres sites. Ça reste du média. Mais c'est sûr que Le Bon Coin, nativement, est un média. Donc après, vous verrez avec vos vendeurs professionnels. Mais du coup, vous alliez dans votre régie média à la fois finalement déjà la puissance du retail média avec une régie média classique. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'entre nous réitèrent l'expérience sur Le Bon Coin. Voilà. Ça génère un trafic hautement qualifié. Donc c'est très intéressant, mais tu es dans une régie. Alors après, ça sera à développer. Nous, le sujet, c'est de dire comment finalement tu changes. Tu avais un modèle de trade qui était un modèle négocié finalement à je vais aller séduire les marques avec lesquelles je travaille pour qu'elles mettent leur budget marketing chez nous parce que l'audience est plus qualifiée. Elles les mettront aussi sur Le Bon Coin, mais elles les mettent déjà sur Le Bon Coin. Donc c'est ça l'enjeu du retail média. Et souvent les gens confondent trade marketing et retail média, ce qui n'a rien à voir. Mais c'est sûr que c'est cette qualité d'audience, de captation, de moment de vie dont parle Amandine, qui fait toute la différence et que Le Bon Coin a nativement, en fait. Et ça permet aussi, quand on disait faut faire des choix, de savoir sur quel marketplace je vais aller, ça permet aussi d'accélérer, évidemment, d'être plus efficace quand c'est bien fait. Parce que si ils sous-tendent l'offre vendue par ces leviers d'activation qu'est le retail média, et bien évidemment, en général, ils ont plus de chances d'être vendus, donc c'est plus efficace. Donc ça va aller de pair aussi sur certainement mieux choisir les marketplaces sur lesquels je suis présente et accompagner ça d'investissement marketing pour rendre l'offre encore plus performante. Ce qui est un passage obligé aujourd'hui si on veut vendre, enfin en tant que commerçant et e-commerçant, le retail média sur les plateformes sur lesquelles vous vendez, chers auditrices, chers auditeurs, c'est comme dit, un passage obligé. Alors, on l'a pas expliqué, pardon, on en a parlé sans dire, mais c'est Arthur Sadoun de Publicis qui a dit à Vivatech en juin 2023 que l'investissement retail média sera bientôt le premier choix des annonceurs et passera, je crois qu'il a comparé à l'investissement à 30 secondes sur TF1 un dimanche soir, quoi. Moi, je crois que c'est ciblé à 175 milliards de dollars d'ici 5 ans. Donc, devant la télé, ouais. Devant la télé. Ça t'a coupé la chic. Non, mais je prépare et on en avait parlé, Amandine, mais je prépare une série spéciale justement retail média avec différents niveaux de lecture, commencer, performer, optimiser. Et tu m'avais dit que tu pourrais En fait, non, mais parce que moi j'ai un nouveau patron de la marketplace et qui est patron de la marketplace et du retail média. Donc c'est par hasard, Édouard Roussel, qui est arrivé en janvier et quand on en avait parlé, il n'était pas encore arrivé. C'est ça. On est à fond dedans et je te l'enverrai, il est super. Cool. Est-ce que le moment est arrivé peut-être pour Le moment est arrivé. Oui, en fait, donc en 2023, on était plutôt sur le thème de polarisation. Un e-commerce contradictoire mais responsable. Pour 2024, on va être sur le thème du Sharp, à savoir que effectivement le e-commerce se veut de plus en plus exigeant
et se doit d'être créatif également. Exigeant, pourquoi ? Parce que il faut être à la pointe de toutes les nouvelles technologies, de toutes les tendances qui vont arriver. Donc c'est notre mission aussi d'apporter en fait les bonnes nouvelles technologies qui vont permettre de répondre aux besoins de ces mesdames, des donneurs d'ordre qui viennent sur l'événement. Donc ça c'est hyper important. Et bien sûr, c'est de pouvoir apporter le bon discours, le bon produit, la bonne description, etc. Donc en fait, on arrive sur, si je dois résumer à quelques mots clés qui vont faire partie de cette thématique-là, c'est bien sûr le RSE qui est hyper important, qui a déjà été abordé, mais qui le sera encore plus. Toute la partie IA générative, on en a parlé au début de la discussion, parce que c'est les tendances du moment et que l'IA générative va être de plus en plus utilisée. Donc, je pense qu'on est un petit peu comme le Web3 il y a quelques j'allais dire années, mais c'est quelques mois. Beaucoup de questions. Comment je l'appréhende, comment je l'utilise, à quelle fin, c'est quoi les impacts. Donc, tout ça, c'est des thèmes qui vont être abordés. Et le retail média, on vient d'en parler aussi, parce que c'est tout le monde se met en ordre de marche, en tout cas, pour que y ait du retail média et qu'on puisse chacun y contribuer. Eh ben, on se réjouit. Donc, Amandine et Amélie, vous l'apprenez en même temps que moi. Exactement. Voilà. Pour un e-commerce de précision. Sharp. L'e-commerce de précision. Le next step, c'est quoi du coup ? Vous passez ensuite l'idée Alors, le next step, c'est qu'on se réunit avec le comité, on fait, on soumet notre thématique avec ce que je disais tout à l'heure sur les pistes à la fois de contenu, la partie éditoriale, quels sont les speakers de demain qui vont venir, et puis bien sûr sur les prestataires de solutions à aller chercher. Donc soit on les connaît déjà parce qu'on a été confrontés, enfin on a été en relation avec eux, soit par le comité parce que le comité est aussi en contact direct avec le marché. Donc c'est de l'échange, c'est du brainstorming et de l'échange. Formidable. On se réjouit déjà. Merci à toutes les trois pour cet échange. Vous répondez sur LinkedIn ? Si des auditeurs ou auditrices ont des questions pour continuer. Bien sûr. Bon, Sonia Mamin, Poussé, c'est ça, hein ? Ouais. LinkedIn. Amélie Poisson et Amandine de Souza. Merci Laurent. Merci infiniment, merci à vous trois. Merci Laurent. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.